Bonsoir Annette, bonsoir Thomas. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. On est hyper heureux vraiment que vous ayez accepté notre invitation. On est très touchés aussi, on mesure la chance qu'on a. Thomas, vous êtes scénariste, vous êtes en train de réaliser un documentaire sur votre grand-mère. Tout à fait. Annette. Annette Lajon, ma question elle est évidente, la première en tout cas, qu'est-ce que c'est que résister ? Résister, c'est être d'abord convaincu, d'abord avoir réfléchi, se demander si on peut accepter certaines choses qu'on nous propose ou même qu'on nous impose surtout. Et donc, à partir du moment où on dit non, on ne peut pas les accepter, eh bien, on entre en résistance, on s'oppose de toutes les façons qu'on peut trouver, parce que ce n'est pas toujours les mêmes, suivant les endroits où on se trouve, suivant son âge, suivant les lieux. Il est évident que chacun a un peu sa forme, et sa forme de résistance et sa propre résistance, mais à l'origine, c'est toujours le non à quelque chose qui vous semble impossible d'accepter au nom de non seulement des morales, mais de tout ce qu'est la civilisation. Voilà. Thomas, vous avez la même définition que votre grand-mère ou il y a débat là-dessus ? Elle m'a beaucoup donné de ce que... J'imagine. De la définition que j'en ai, mais oui, pour moi, c'est défendre un idéal. Donc, idéal de liberté, de solidarité, de justice. Alors nous sommes le 8 mai 2023, il y a 78 ans, les Alliés remportaient la victoire contre l'Allemagne nazie. On regarde. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. Sur les dépouilles des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Yacine était là déjà, c'est sa voix. Ah, moi, je trouve ça incroyable. Les images sont folles. Et on voit ça, puis les rues de Paris n'ont pas changé tant que ça. Pas tant. Donc on arrive à les percevoir à notre époque, c'est très émouvant. Annette, cette date, elle est bien sûr, j'imagine, très importante pour vous. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous étiez le 8 mai 1945 ? Ah, alors là, je m'en souviens. J'étais une petite fille, évidemment. Vous aviez quoi, 13 ans ? Et j'étais au lycée de Donfront, Ouais. parce que j'avais réintégré, disons, une vie normale. Après avoir vécu 4 ans de vie tout à fait extraordinaire dans la clandestinité, avec 2 personnalités, la personnalité de la petite fille habituelle qui ne doit rien laisser transparaître, et puis la vie de la résistante pendant quelques heures, quelques minutes quelquefois, et toujours cette dualité, mais totalement séparée, de façon à ce que jamais personne ne puisse percevoir tout ce qu'il y avait dans le fond. Et c'est assez difficile de se retrouver ensuite dans une vie tout à fait normale et sans peur. Ne pas appréhender la personne que vous allez rencontrer, qui va pouvoir vous dénoncer. Voilà, être comme ça. C'est normal et ça paraît très anormal. Parce que pour que tout le monde se rende bien compte, Annette Lajon, quand la guerre commence, vous allez fêter vos 8 ans. Oui. Vous êtes vraiment une toute petite fille. Comment on voit la guerre arriver dans des yeux d'enfant ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Eh bien, tout simplement, on le voit à travers les yeux de ses parents. Pour moi, il est évident que tout ce que j'ai vécu, c'est un petit peu grâce à mes parents et à la formation qu'ils m'ont donnée. Donc, je me souviens très bien, c'est plus loin, j'ai vu mes parents et mes grands-parents tous pleurer en entendant les accords de Munich. Et donc tous avaient déjà absolument à cette époque-là la notion que c'était d'abord un renoncement, une trahison, et que ça ne pouvait déboucher que sur d'autres malheurs plus tard. Donc on n'a pas été du tout surpris. Ils n'ont pas été du tout surpris par la déclaration de la guerre. Papa, qui était un ancien de la guerre 14, a été rappelé. Et donc maman, je la revois encore, a fait son petit baluchon avec le minimum de choses. Et il a fait 1 kilomètre et il s'est heurté à l'armée allemande qui était déjà là. Donc il ne pouvait même pas rejoindre le point de rassemblement qu'on lui avait fixé. Et il est revenu à la maison et c'était d'un commun accord. Vraiment, une chose pareille, c'est impossible. On ne savait rien, on ne savait pas ce qu'on allait pouvoir faire, mais on savait déjà au fond de nous-mêmes qu'on disait non. Et votre père, pour situer un petit peu,
En plus de cela, il est imprimeur à l'époque, ce qui va lui donner dans les groupes de résistants une place névralgique parce qu'en fait, il va être en capacité de produire des facsimilés, de produire des fausses cartes d'identité, des tampons, mais aussi plein de choses qui vont permettre justement d'alimenter cette résistance. Comment vous, à 11 ans, Annette, vous devenez résistante? Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que vous y entrez comme ça, spontanément? Il faut dire une chose, c'est que je suis fille unique, d'une part. Donc, je suis tout le temps avec mes parents. Et d'autre part, mes parents n'ont pas voulu que je sois pensionnaire interne quelque part, parce que j'aurais eu froid, j'aurais eu faim, et qu'à la maison, c'était quand même un peu plus confortable. Donc, ils ont choisi de me faire suivre des cours par correspondance. Et donc, j'étais tout le temps à la maison, mais étant tout le temps à la maison, j'entendais les conversations de mes parents, de leurs amis, et particulièrement les amis qui partageaient les mêmes idées. Et donc, à ma taille, je comprenais tout ce qu'ils refusaient. En plus, j'avais eu avant, j'avais à peine 8 ans, il y avait un juif qui était passé à la maison, on ne savait pas qu'il était juif, c'était un monsieur, il avait sonné et il voulait vendre ses toiles. Et il était rentré à la maison et il avait expliqué qu'il était peintre juif autrichien, qu'il avait fui l'Autriche et qu'il vendait cette peinture pour payer la traversée jusqu'en Amérique. Et donc, il nous avait expliqué ce qu'il vivait en Autriche. Et moi, gamine, j'avais déjà entendu ce qu'il racontait. Donc, mes parents, la façon dont ils disaient non, dont leurs amis, leurs vrais amis, parce qu'il y avait les autres, qui disaient oui, c'est inacceptable, ça rentrait en moi, je le comprenais à ma taille, mais je l'assimilais complètement et je le faisais mien. Et vous avez devenait mon idéal à moi. Voilà. Vous avez vécu des choses vraiment terrifiantes pour la plupart d'entre nous. Enfin, on se dit avec le recul, c'est incroyable. La Gestapo est entrée chez vous, vous étiez une toute petite enfant, et ils vont fouiller la maison un petit peu partout. J'avais 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Ils fouillent un petit peu la maison, sauf votre coffre à jouer ou Non, ma salle de jeu. Il faut dire que ça se situait en mai 1944, l'époque où la Gestapo a agi de façon épouvantable dans toute la région. Et donc, on a probablement été dénoncé. Maman hurle la Gestapo, papa évidemment arrête tout, va pour ouvrir la porte, et j'ai pris mon air le plus bête pour dire à maman, maman, qu'est-ce qui se passe? Et maman m'a dit, assieds-toi et apprends ta géographie. Et bien je me suis assise, je n'ai pas appris ma géographie. Et maman était toujours droite, au milieu de la pièce, sans un mot, rien qui pouvait déceler quelque chose que ça. Donc ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont rien trouvé de spécial. Vraiment, tout était bien camouflé. Et puis ensuite, ils sont allés dans les bâtiments où ils ont fouillé tout, à la recherche certainement d'armes. Et puis, ils sont arrivés devant un tout petit bâtiment où, entre les grosses poutres et les toutes petites poutrelles, on avait aménagé des caches où il y avait toutes les fausses cartes d'identité vierge, le feuilleteur, les tampons, tout ce qui aurait pu vous faire tomber. Le véritable atelier. Et en dessous, par terre, eh bien, il y avait des jouets. Il y avait mes poupées, il y avait un tricycle, Et le chef de la Gestapo est arrivé devant le petit bâtiment. Il a dit « Oh, de jouets d'enfants !» Et c'est le seul bâtiment dans lequel il ne soit pas rentré. Et ça, c'est que le début d'une vie de résistance, puisque vous avez continué par la suite. Chère Annette, on a posé à une question à une personne que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Colette Marin-Catherine. On lui a posé la question dans mes rencontres avec les élèves, on a fait des rencontres. On a posé à Colette, plutôt Mouloud Achour a posé la question à Colette dans ClickX de qu'est-ce que c'est que résister et surtout, à quoi est-il urgent de résister aujourd'hui? Contre quoi vous pensez qu'il faut résister aujourd'hui? Contre la connerie, déjà. Contre la fainéantise, pourquoi pas. Contre la haine, ça ne sert à rien. Ça ne détruit d'ailleurs que la personne qui la détient. C'est mauvais de haïr. Puis on perd son temps. Comment on fait pour résister à tout ça? Je résiste à tout ça comme je suis né avec les yeux bruns. Voilà. C'est dans une nature, vous savez. Vous avez des gens qui viendront au monde, mécontents. Ils seront mécontents toute leur vie. Donc vous n'y pouvez rien. Et des gens qui sont heureux de rien. Thomas, vous aussi, vous avez fait ce travail de récolter des informations, de raconter l'histoire de votre grand-mère. Quand est-ce qu'est venue l'idée? Comment vous en êtes parlé tous les deux?
En fait, depuis tout petit, ma grand-mère, je l'ai vue un peu comme l'héroïne d'une grande aventure. Voilà, la reine d'Angleterre avait 007 et De Gaulle avait la petite Ah Annette. ouais, ça vous va la comparaison, allez. C'est vraiment l'image que j'avais quand j'étais petit. Et puis en grandissant, j'ai compris que cette histoire, c'était pas juste une histoire, c'était la vie d'une petite fille qui a vécu la guerre intimement, qui a embrassé l'idéal de ses parents, qu'on a fait le sien. Et puis, tu as toujours témoigné de cette histoire-là. Et donc, j'ai voulu t'aider, en fait, dans cette mission de transmission, de passage de flambeau, donc à ma façon. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de documentaire. Parce que je pense que ce témoignage, il est précieux, il est inspirant, et particulièrement pour les nouvelles générations. Comment vous avez accueilli, Annette, sa demande, quand Thomas vous a demandé si vous pouvez vous suivre? J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, que mon petit-fils, d'abord, ait reçu de moi, ait accepté de recevoir de moi cet idéal de transmission. C'est extraordinaire. Il ne pouvait pas y avoir de choses qui me fassent plus de plaisir. Et puis, c'est vrai que pour moi... Et le devoir de mémoire existe justement dans la mesure où il assure une transmission. Parce que se souvenir, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit une leçon pour maintenant et pour toujours. Alors justement, qu'est-ce qui est le plus urgent à transmettre ? Justement, je suis tout à fait d'accord, lutter contre cette haine qui existe partout, sans aucune raison, assurer partout, quels que soient les risques, la liberté de chacun, la liberté d'être un homme, la liberté de penser comme il le veut, le respect absolu de l'individu et de son intégrité. Ça, c'est le b.a.-ba. Et donc, on ne peut pas vivre dans un endroit où des hommes sont asservis, sont totalement asservis, où on veut détruire et leur corps et leur pensée. Une dernière question, Annette. Aujourd'hui, la guerre surgit de nouveau en Europe, elle ressurgit. La peur, avec ça, il y a plein de jeunes gens du côté russe, du côté ukrainien qui refusent le combat aussi par peur. Vous avez vécu avec cette peur. Absolument. Comment on la dépasse, cette peur? Comment on apprend par la suite à vivre avec? Mais on la vit parce que la vie est là. On fait face chaque jour, chaque heure, chaque minute. Chacune représente un danger peut-être, mais en fait c'est un danger qu'on choisit. Enfin, quand on est résistant, c'est un danger qu'on choisit de couvrir. On peut rester chez soi en essayant simplement de s'abriter, ou on peut au contraire essayer de prendre sa part, d'affronter ce danger au nom d'un idéal auquel on croit. Et donc, je crois que même à 10 ans, ça, on peut le comprendre et on peut le faire. Et je pense souvent, par exemple, aux Ukrainiens, et je pense qu'il y a des petits Ukrainiens de 10 ou 11 ans, quand ils vont faire des photos, et d'ailleurs qui sont arrêtés après, eh bien, pour moi, c'est exactement ce que j'étais. Sauf, évidemment, une différence de génération. Ma chère Annette, on a reçu sur plateau une dame qui s'appelle Esther Senault. Elle a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est venue nous en parler en compagnie de Marina Foïs et elle disait quelque chose de l'indifférence de leur retour. On l'écoute. Quand je suis revenue devant l'indifférence des gens au bout de quelques mois, j'ai baissé les bras, chose que j'avais jamais voulu faire à Birkenau, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se suicidaient. Pour moi, c'était mon but, c'était de revenir et de parler, de raconter. J'ai baissé les bras et je me suis retrouvée, à Valais des Cachets, je me suis retrouvée quand même dans un hôpital psychiatrique. Il n'y avait pas de cellule psychologique quand on est revenu. Mais de se retrouver toute seule devant l'indifférence, je crois que c'est ce qui peut vous arriver de pire. Annette, ce que dit Esther, pour elle, elle rentre des camps, mais vous, réintroduire une vie normale dont vous parliez au commencement de cette émission, comment on se réhabitue à la normalité? Comment on revient de tout ça? Eh bien, la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire face chaque jour, à chaque minute, alors qu'on fait face à autre chose. Elle, Esther, je l'ai croisée plusieurs fois, elle a fait face à des choses tellement dramatiques que je crois qu'en plus, on ne peut pas les raconter. C'est indicible, ça dépasse tout ce qu'on peut faire. Moi, c'était relativement plus facile, mais c'était difficile quand même, se refaire à une vie normale. Quand vous faites une version latine, ça n'a vraiment rien qui puisse vous donner, je sais pas, l'adrénaline que vous avez quand vous allez mettre des éclateurs de pneus sur les routes ou faire ça vous mettez de l'adrénaline? Ah bah oui, quand même. La gangster.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant de 11 ans, du coup, dans la résistance? Quel type d'action vous avez fait? Alors, Éclater des pneus. La première chose, d'abord, j'ai fait tout bêtement un genre de liaison. Bon. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y avait le chef de la résistance qui me disait, eh bien, écoute, Annette, tu vas trouver tel chef de groupe à tel endroit et tu vas lui dire, voilà le mot de passe, et tu vas lui dire, voilà mes ordres. Bon. Donc ça impliquait que je connaissais le chef, que je connaissais celui à qui il s'adressait, que je connaissais son lieu, son domicile, son mot de passe, enfin, etc. Donc le silence était quelque chose de vital, alors, vraiment vital au sens littéral du terme.